Bonjour et bienvenue sur Sensab. Aujourd'hui, nous allons recevoir Olympia Lando et on va parler d'un sujet qui m'interpelle énormément, qui sont les troubles alimentaires. Alors Olympia, tu es thérapeute et tu t'occupes d'aider les gens qui subissent ces troubles alimentaires, mais toi tu es passée par là et j'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé et comment surtout tu t'en es sortie. Bonjour Sandrine, merci beaucoup. Alors moi, je suis tombée anorexique en fait très jeune. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à utiliser la nourriture comme un moyen en fait pour gérer mes émotions, mais aussi pour changer mon identité. Donc ça a commencé très jeune quand je me sentais mal et malheureuse et que je comprenais pas très bien ce qui se passait autour de moi. Et en fait, j'utilisais la nourriture comme renfort, comme quelque chose pour me soutenir. Puis en grandissant, j'avais quelques kilos en trop, bien évidemment, parce que j'avais utilisé la nourriture comme, pour mettre fin à ma faim, entre guillemets. Et j'ai commencé à vouloir changer mon identité. Et là, j'ai commencé à vraiment tomber vraiment dans l'anorexie. Et j'ai commencé à me restreindre. Et c'est comme ça a commencé vers l'âge de 15 ans. Et je me suis battue avec jusqu'à mes 30 ans. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'en sortir, c'est que je me suis rendu compte de la gravité du problème et que c'était pas quelque chose pour changer mon apparence, mais c'était surtout quelque chose qui allait me conduire à la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, avec l'anorexie et même la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de happy ending, en fait. Si on n'adresse pas le problème, si on ne se prend pas en main et surtout si on ne se soigne pas parce que c'est une maladie comme un cancer, c'est une maladie grave, on meurt. Et ça, en fait, j'ai eu une espèce de rappel à la vie, en fait, j'ai eu une espèce de... un sursaut, mais surtout une épiphanie en voyant que j'allais pas survivre et que j'allais surtout pas vivre en continuant à être comme ça. Et alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi cette quête absolue de la perfection qui va jusqu'à la mort. Pourquoi autant de jeunes filles, et plus que jamais aujourd'hui, sont dans cette quête absolue? Et au début, c'est pour avoir l'air belle ou en tout cas de contrôler. Et puis à la fin, ça ne s'arrête plus et on tombe dans un piège dans lequel on ne peut plus se sortir. Alors je pense que l'anorexie, en tout cas, c'est la maladie de soi. C'est de vouloir changer, c'est ne pas s'accepter ni de s'aimer comme on est. Donc ça part d'une idée de changement. J'ai envie de changer quelque chose. Donc qu'est-ce qui est plus facile, de changer sa personnalité ou de changer son corps? La première chose qu'on fait, c'est le corps, parce que c'est ce qui est physique, c'est la première chose qu'on voit. Et donc, du coup, c'est vraiment cette quête de changer son corps, de limite se rapetissir pour exister. Oh, comme elle est mince, c'est comme ça qu'on est reconnu. Moi, je me souviens que quand j'ai dû reprendre du poids, j'ai fait un vrai deuil de mon identité, parce que je me suis dit, mais si je ne suis pas mince, là c'était maigre, qu'est-ce que je suis ? Et je pense vraiment que cette quête du corps parfait, en fait, c'est la quête du changement, mais c'est surtout une quête pour s'aimer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé ma méthode, qui est le retour à s'aimer soi-même, en fait. Parce que si on s'aime, on s'accepte comme on est. Mais lorsqu'on est dans cette quête absolue de mincir, de faire du sport, à compter ses calories, c'est comme une espèce de spirale où on ne s'arrête plus, en fait. Parce qu'on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez musclé, c'est une quête de la perfection qui n'en est pas une en fait. Ah oui, mais c'est un job à plein temps. Moi, je veux dire, quand on me demande ce que j'ai fait pendant 15 ans, j'étais ano, quoi. C'était un job à plein temps. Et en fait, le danger de tout ça, c'est que c'est jamais assez. C'est ça, ce qui me fait peur. Et quand on regarde, par exemple, la télé, les social media, les magazines, mais la première chose, en fait, les médias nous agrippent avec cette quête du changement. Ça y est, je veux maigrir, il est temps de changer, l'été arrive, il faut perdre du poids. C'est toujours cette quête du changement qui n'est jamais assez, parce que c'est au final... c'est aussi du marketing et c'est tout un business. Le business de la minceur, il est énorme à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pas le plus sain. C'est les poudres magiques, c'est les petites pilules qui vous font maigrir, c'est les boissons qui sont allégées. En fait, tout est basé là-dessus, en fait. Oui, et puis c'est tellement facile parce que d'un point de vue marketing et puis d'un point de vue business, alors si on prend cette pilule, on va maigrir. Mais le seul problème, c'est que c'est pas la pilule, c'est ce qui se passe, c'est dans la tête. Et c'est là où ça devient, en fait, c'est non-stop. Parce que ça devient, en fait, on est complètement envahi
par cette idée de se changer, parce qu'on se dit, si je change, je serai heureuse. Si je maigris, je serai heureuse. Mais c'est pas la clé du bonheur, parce que en plus d'un point de vue physiologique, moins on nourrit son corps. Le corps, on doit nourrir le cerveau. Plus notre jugement, plus notre perception des choses commence à être changée. Donc on se retrouve en fait comme la souris qui tourne, ou le hamster qui court autour de la roue, et c'est un processus sans fin. Parce on ne sera jamais assez mince, on ne sera jamais assez belle. Et puis surtout pour les jeunes filles, on ressemblera jamais à la fille de la photo, parce qu'il faut aussi dire qu'avec l'Instagram, tout est retouché, tout est modifié, Photoshop, les filtres. Donc en fait, on se bat pour une perfection qui n'existe pas. Et on utilise la maigreur, et en tout cas le chiffre sur la balance, comme étant un indicatif de si on arrive vers cette perfection ou pas. Alors ce qui est très important aussi, c'est que quand on est dans l'anorexie, on est de plus en plus seul, parce qu'on devient complètement asocial. Ouais. Puisqu'on est obsédé, il n'y a plus de place pour rien, ni pour l'amour, ni pour les amis, ni pour un travail. C'est-à-dire que le problème de l'anorexie, un des problèmes de l'anorexie, c'est qu'on devient tourné complètement sur soi. C'est-à-dire qu'il n'y a de la place pour autre chose. Moi, je parle avec une grande expérience. Quand j'étais anorexique, quand je traversais en fait mes phases d'anorexie, c'est-à-dire qu'il n'y avait de la place pour personne. Je me réveillais pour ne pas manger ou pour contrôler ce que j'allais manger. Les autres, c'est l'enfer, parce qu'il y a quand même un côté secret, c'est-à-dire qu'on a honte. C'est pas quelque chose qui est waouh, génial, je vais pas manger. Donc il y a ce côté en fait qui est épuisant, qui est de garder le secret. Et puis surtout les autres, notre entourage s'inquiète. Et puis après, en fait, il y a cette histoire avec le sport. Moi, je me souviens, je marchais 5 heures par jour. Je faisais 1h30 de sport. J'avais pas d'énergie, je voyais pas mes amis. Donc la journée, en fait, passe super vite. Et on se rend compte qu'il y a de la place pour rien. Moi, pendant des années, j'ai pas voyagé, j'ai pas vu mes amis, j'avais aucune relation. Et j'étais vraiment seule, et j'étais bien seulement seule. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le contact avec l'autre, d'avoir quelqu'un d'autre, de partager le repas avec l'autre, c'était une source d'angoisse. Et je me souviens que quand je devais partir, même dans des voyages de famille, mais je me disais, la punition. Oui. Ou alors je me disais, mais pourvu que mon train, pourvu que mon vol soit annulé, pourvu qu'il y ait quelque chose pour ne pas y aller en fait. Parce qu'on se sent, en fait, on a l'impression que la vie sociale, les autres, les activités en fait vont déranger notre routine. Ouais. Et l'habitude, exactement. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que pendant cette période-là, on simule énormément pour pas justement assumer cette anorexie, et du coup on triche et on ment en permanence. Ouais. Ce qui est difficile pour l'entourage, parce qu'il ne se doute pas forcément de la détresse absolue. Ah oui, moi j'étais une menteuse professionnelle, hein. C'était quelque chose... Je disais à tout le monde, j'ai jamais été aussi heureuse, qu'est-ce que je me sens bien. Je me souviens même que je me grossissais un peu sur les photos, notamment le visage. Alors ça, c'est quand même le comble. Mais je mentais surtout. Je faisais beaucoup d'excuses. Et puis en fait, j'utilisais ma maladie aussi pour ne rien faire d'autre. Donc j'avais plus la force de travailler parce que j'étais tellement faible. Et en fait, j'utilisais cette maladie en même temps en me disant... Et voilà, je suis malade, je peux rien faire. Donc c'est vraiment à double tranchant. Parce que l'anorexie, en fait, c'est une maladie, ça devient notre compagnon. C'est son compagnon de voyage, mais aussi c'est son compagnon de vie. Donc c'est quelque chose avec qui on fait tout. Et en même temps, c'est comme une mauvaise relation, c'est-à-dire une relation abusive. C'est comme quand on est avec un copain et que ça se passe mal. Alors on reste avec, mais on sait que ça nous rend malheureuse, mais on n'arrive pas à le quitter. Oui, en fait, il y a quelque chose une addiction. Une addiction. C'est une véritable addiction. Oui, c'est limite un syndrome de Stockholm, quand on tombe amoureux de sa maladie. Moi, je me souviens que ma maladie était mon identité, c'était tout pour moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à aller mieux, et je m'en souviendrai toute ma vie, mon père me dit « Qu'est-ce que tu as l'air bien ?» Mais j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, ça a été... je me souviens encore d'une crise de panique en me disant « Mais qu'est-ce que je suis ? Non, moi, je vais pas bien. Moi, je suis celle qui va mal. » Et finalement, ça devient la façon de vivre, c'est « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, je ne le montre pas ». Donc, c'est un cercle vicieux. Ça devient une identité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut limite être écrit sur mon passeport.
C'est-à-dire, c'est moi. Je veux dire, c'est moi, c'est mon mode de vie, c'est mon fonctionnement et il n'y a pas d'autre solution. Et c'est que comme ça et c'est avec énormément de travail, d'introspection que j'ai commencé en fait à voir et à réaliser le danger. Mais c'est surtout que ma vie n'avançait pas. J'étais au même stade. J'ai pas vu les années passer parce que j'étais tellement obnubilée par cette quête que je n'arrivais plus à avancer en fait. Il n'y avait pas aucun dénouement. Et comment des parents pourraient se rendre compte que leur enfant, parce qu'on va essayer aussi d'aider les parents, que leur fille ou leur fils sont tombés dans l'anorexie. Est-ce qu'il y a des petits indices qui pourraient nous éclairer pour que nous, on puisse déjà détecter? Parce que détecter, c'est déjà la première phase. Après, ce sera d'aider, mais détecter. Alors bien sûr, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est très important dans cette maladie, en fait, c'est de suivre les gens qui entourent le malade. Parce que je pense qu'ils font aussi partie de la solution. Ouais, ils font partie de la solution pour aider le patient, pour aider le malade, pardon, mais aussi c'est extrêmement déstabilisant. Alors, il faut se souvenir que l'anorexie, en tout cas ce dont moi je pense, c'est que c'est vraiment la maladie, c'est le rejet de soi-même, c'est le vouloir changer. Alors oui, il y a des dispositions, génétique, parce que il y a des dispositions génétiques, mais c'est vraiment la maladie de soi. Alors comme parent, en fait, il faut sortir de cette espèce de phase, de cette idée de jugement, mais surtout, il faut accepter. C'est-à-dire qu'il faut aller avec le malade ou la malade. Les signes, les premiers signes à voir, ce sont surtout le secret. C'est-à-dire que quand la personne devient un peu... comment dire? Sombre, triste. Sombre, mais c'est surtout un peu éteinte, surtout qui cache quelque chose. On le ressent. Si on voit qu'elle est beaucoup, par exemple, quand elles sont plus jeunes, beaucoup dans leur chambre, ou alors qu'elle commence à avoir des mensonges, ou alors qu'il y a quand même une perte de poids assez importante, là, ce sont les premiers signes. Après, une autre chose qui est assez parlante, c'est de regarder les comportements à table. Notamment, une personne qui commence à tomber dans l'anorexie va développer des nouvelles allergies ou des nouvelles intolérances alimentaires dont on n'a jamais entendu. C'est-à-dire que si un jour votre fille se réveille et commence à dire oui, écoute, je suis gluten-free, grain-free, je sais pas quoi, keto, enfin il y en a 50 000 parce que ça c'est le marché des régimes. Là, on doit commencer à se dire ok, il se passe quelque chose. Il commence à se passer quelque chose. Ensuite, une autre manière de voir, c'est surtout comment la personne s'habille et se présente. Les grosses lunettes, les vêtements trop larges, ou alors même dans l'autre côté, les vêtements de plus en plus serrés, beaucoup plus courts. On peut noter en fait ce genre de changement. C'est très subtil au début. Et puis après, il y a une autre chose aussi où ça devient compliqué. Ah non, je veux pas déjeuner à cette heure-ci. Moi, je me souviens qu'une des premières choses que je faisais, parce que je faisais le jeûne intermittent, mais c'est-à-dire je jeûnais toute la journée, mais mon jeûne intermittent, c'est-à-dire que quand on devait passer à table à 12h30, 1h, quelque chose de normal, ah non, c'est trop tôt, ou alors j'arrivais en retard. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Je pense que pour des parents, ce que je conseille, c'est d'observer, de ne pas juger, de ne pas être dans le conflit, de ne pas être dans l'agression. Et après, quelque chose en tant que malade, entre guillemets, quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi, c'est le jugement des autres sur la manière de m'alimenter. C'est-à-dire que quand j'avais l'impression d'être toujours observée... C'est insupportable. C'était quelque chose... Oui, mais en même temps, quand tu es parent et que tu vois la personne que tu aimes le plus au monde en tant que parent, ne plus s'alimenter et assécher son corps, c'est un peu angoissant. C'est bien sûr que péter un câble. Bien sûr que c'est très angoissant. Et c'est pour ça, et vraiment, c'est quelque chose, il faut demander de l'aide. Alors, ça peut passer par un médecin, ça peut passer par quelqu'un comme moi. Mais tout ce qui vient en général de l'extérieur est considéré comme une agression puisqu'on ne veut pas être dérangé dans sa petite habitude et routine. Alors, je pense, tu as raison, je pense qu'une chose assez intéressante, c'est de ne pas parler de la nourriture, mais c'est d'essayer de savoir ce qui se passe ailleurs. Parce que la nourriture, encore une fois, c'est un moyen, c'est un vecteur, c'est ce qu'on utilise. Mais en fait, l'anorexie n'a rien à voir avec la nourriture. Oui, c'est une conséquence. Bien sûr, c'est un moyen. On utilise la nourriture pour changer. Parce que
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, quand ça commence jeune, il n'y a pas la chirurgie esthétique. Il n'y a pas tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours ce côté, on va utiliser, on va couper ce qui est le plus facile. Quelle est la chose la plus facile à enlever? La nourriture. Et en fait, donc, je pense, en tout cas pour les parents, il faut commencer à poser les questions. Comment ça se passe ailleurs? Comment va la vie? Comment ça se passe à l'école? Comment ça se passe avec ton copain? Comment tu te sens? Mais pas parler de nourriture. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'insiste. Et d'ailleurs, même avec mes clients, on n'aborde jamais la nourriture. Oui, parce qu'en fait, finalement, les régimes, on les connaît tous. On sait ce qu'il faut faire pour grossir, Ah, on oui. sait ce qu'il faut faire pour maigrir. Aujourd'hui, il n'y a pas un magazine et un site internet où on ne vous parle pas de nutrition, d'alimentation, de la nouvelle pilule qui vous rend belle, des nouvelles vitamines. Je pense que tout le monde est extrêmement informé là-dessus. Bien sûr, et on le sait. Et puis, il y a quelque chose aussi de très important. Il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est comme prendre une douche. Enfin, c'est quelque chose, c'est dans notre vie tous les jours, mais c'est de l'énergie. On mange, on est une machine, on nourrit la machine, on nourrit l'ordinateur, et puis quand il n'y a plus d'essence, on remange un peu. C'est tout. Ça s'arrête là. Il faut vraiment arrêter, et ça c'est quelque chose, un conseil en fait que je donne aux parents, de tourner tout autour de la nourriture. La nourriture, elle est sur la table, c'est ce que c'est, et puis on passe à autre chose. En fait, si on veut aider quelqu'un qui va pas bien, il faut absolument essayer de s'intéresser à comment va sa vie, comment cette personne se sent. C'est-à-dire que si vous avez une fille, elle fait « je me sens grosse », ça sert à rien de lui dire « non, tu es pas grosse » parce qu'elle le sait dans le fond qu'elle est pas grosse. Mais plutôt de voir « mais pourquoi tu te sens comme ça? Est-ce que à l'école, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à générer en fait ce sentiment ?» Il faut vraiment essayer, et j'insiste, de comprendre la source, la racine du problème. Qui est un problème de confiance en soi. Qui est un problème de confiance en soi. Toujours. Donc, quand vous avez une fille qui va pas bien ou qui se sent pas bien, au lieu en fait de lui parler de la nourriture qui sert strictement à rien, je sais pas, aller emmener-la faire voir quelque chose, faire une expo, regarder un truc. Enfin, c'est diversion. C'est une diversion. Il faut en fait tourner. La personne est tellement tournée sur elle et il faut la tourner vers autrui. Vers l'extérieur. Et c'est votre rôle en tant que parent, ami, femme, mari, en fait, de sortir la personne d'elle-même et de la tourner vers les autres. Merci beaucoup, Olympia. On va se retrouver dans une deuxième partie d'interview pour parler de cette méthode que tu as lancée et de ce travail que tu fais auprès des gens qui sont en difficulté. Merci, Olympia. Avec plaisir.